Bonjour. En 2017, Le Bon Coin, c'était 550 personnes, dont 150 ingénieurs. Aujourd'hui, en 2021, c'est plus de 1400 personnes, dont 500 personnes aux produits et à la tech cumulés. Donc la question qu'on se posait, c'était pas de savoir si l'organisation elle allait tenir, on savait qu'elle allait craquer. C'était juste une question de temps, une question de moment. Face à une telle croissance, en fait, on est juste condamné à avoir une orga qui tient quelques mois, quelques années si on est super balèze, mais c'est louche. Et ce que je cherche à adresser dans cette présentation, c'est vous dire qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour essayer de régulièrement réinventer notre organisation pour tenir la croissance à laquelle on était confronté, en jouant sur un certain nombre d'axes qu'on va évoquer ensemble. Je m'appelle Hervé Lourdin, je suis Engineering Director au Bon Coin, je m'occupe d'une tribu au Bon Coin, la tribu Transaction, c'est la tribu qui rassemble toutes les équipes agiles qui contribuent de près ou de loin à un moment donné où il est question d'argent. J'ai rejoint Le Bon Coin fin 2018 à l'issue du rachat de VidDressing dont j'étais CTO et co-dirigeant. Disclaimer, il n'y aura pas d'org chart magique, vous ne trouverez pas la solution à tous vos problèmes, vous ne devriez pas sortir d'ici en disant ça y est, je sais ce qu'il faut faire, c'est écrit sur le slide 12. Donc non, voilà, je vous le dis maintenant comme ça, si vous êtes déçus, on s'arrête là. Je vais plutôt essayer de vous partager ce qu'on a fait, ce qu'on pense qui a marché et ce qu'on continue à faire aujourd'hui pour soutenir cette croissance. Si je rembobine un petit peu les épisodes précédents de la croissance au Bon Coin, je vais vous donner quelques petits chiffres. La croissance au Bon Coin, ça donne à peu près ça. Donc vous voyez, c'est plutôt toujours un peu à fond. Et ça n'a pas arrêté depuis jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu les différents points de rupture qu'on a rencontrés. Le premier, il était en 2017. 550 personnes, dont 130 environ à la tech. En fait, le modèle à l'époque de l'organisation du Bon Coin était un modèle qui était centré sur des stacks technologiques. Donc en fait, on avait des grandes équipes back-end, des grandes équipes front-end, des équipes mobiles, des équipes de gestion de projet et produits. J'étais pas là, mais c'était pas si net que ça, les rôles encore à l'époque, produits, gestion de projet, etc. Et les cycles de livraison étaient très longs. En fait, plus on commençait à vouloir faire des choses un peu ambitieuses, cross-platform, etc., plus les projets étaient complexes, longs, douloureux. On en arrivait même à monter des task force magiques en espérant que ça allait bien se passer en faisant du picking dans les différentes équipes. Et puis bon, après, vous savez ce que c'est les task force, on ne sait jamais quand ça s'arrête, on ne sait jamais à qui ça appartient. Bref, c'était pas vraiment une très très bonne nouvelle à ce moment-là et ça a donné lieu à un grand mouvement de réorganisation. Alors rien de très fou, hein. À cette époque-là, Spotify avait fait son papier sur ses pratiques d'ingénierie. Tout le monde disait « Oh, c'est incroyable, il faut qu'on fasse ça ». Et donc du coup, Le Bon Coin s'en est inspiré en disant « On va essayer de retrouver de l'agilité en créant des équipes pluridisciplinaires, focalisées sur un périmètre fonctionnel qui ont toute l'autonomie nécessaire pour pouvoir avancer et on devrait s'en sortir ». Et ça a vachement bien marché. Ça a été un grand moment de travail et ça a donné lieu à quelques confs, dont une qui est encore dispo sur le site de Flowcon. Je vous invite à aller d'InfoQ à l'occasion de Flowcon qui a été faite, qui raconte comment ça s'est fait. Et en fait, c'est pas tant le résultat de cette conf qui est intéressant que comment on y est arrivé. Quand j'ai rejoint Le Bon Coin et que les gens me parlaient de cette grande réorg qui avait été faite à l'époque, c'était assez étrange ce moment. Pourquoi ? Parce que les gens n'arrêtaient pas de dire ouais, à ce moment-là on s'est rassemblés, on nous a donné la possibilité de remettre en cause toute l'orga. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait l'organisation était tellement arrivée à ses limites qu'on a donné un mandat aux équipes en disant vous avez quelques mois pour tout changer, vous avez carte blanche, de toute façon ça ne peut pas être pire, on n'avance pas du tout à la vitesse à laquelle on doit aller, on est à deux doigts de reculer, donc faites quelque chose. Et en fait c'est assez magique parce que finalement, je crois que ce qui est le plus important qui a été produit dans cette réorg, c'est pas la réorg, parce qu'elle a marché, mais c'est le processus qui l'a construit. Et qu'est-ce que c'est que ce processus ? En fait, ça a été l'embryon d'un outil que je vais évoquer maintenant, qui s'appelle le TO, en fait, le travail d'organisation dans un mode participatif et itératif. Qu'est-ce qui a été fait ? En fait, c'est tout le monde pouvait participer à cet exercice de réorg. Tout le monde a donné son avis, essayé de creuser en fait quels étaient les problèmes et d'évoquer les différentes pistes possibles.
Et puis par itération, progressivement, on a designé un premier test d'organisation, on l'a mis en prod, il y a une première équipe qui s'est faite, on l'a monitoré, et puis de proche en proche, en fait, la réorg s'est lancée. Et en fait, moi, je pense que c'est ça le vrai produit de cette réorg, c'est-à-dire que ce n'est pas la réorg elle-même, mais le processus participatif et collaboratif qui a été mis en œuvre, qui a pris un nom qui s'appelle le travail d'organisation ouvert. Aujourd'hui, on parle de TO, en fait, chez nous. Et c'est un process qui dure toujours. C'est un process qui dure toujours. Et c'est un point pour moi extrêmement important parce que pour soutenir la croissance à laquelle on est confronté, l'objectif, si tant est qu'il soit atteignable un jour, c'est de construire une organisation apprenante, c'est-à-dire une organisation qui est en capacité de constater les problèmes qu'elle rencontre, d'apprendre, d'expérimenter et d'itérer à tout point de vue. En tout cas, c'est l'objectif qu'on cherche à poursuivre. On n'a pas la prétention de dire qu'on en est une, mais on essaie d'y aller. Et sans outils collaboratifs pour expérimenter, en fait, je pense qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas faire ce voyage. Et le TO, c'était vraiment la première étape. Ça veut dire quoi aujourd'hui le TO ? Le TO, c'est un process qui permet d'expérimenter et de s'adapter en continu. Et comment on fait ça ? En fait, c'est assez simple. Il y a un gros backlog Jira qui s'appelle LBC Orga, du superbe nom, bien sexy, dans lequel en fait on peut déposer toutes ces idées. N'importe quelle personne qui à un moment donné dans l'organisation vit, rencontre, constate une limite et se dit quand même il y a quelque chose à faire là-dessus, peut déposer cette idée. Il n'est pas obligé de s'en saisir en fait, il peut la déposer. Il peut ensuite décider de s'en saisir et trouver des copains qui ont envie de travailler avec lui et de craquer ce problème parce que c'est insupportable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ensuite de commencer à itérer. Et la seule règle en fait importante, enfin il y en a quelques autres que je vais vous énoncer, mais la règle première, c'est que c'est du travail d'orga ouvert. Donc en fait, il est condamné à communiquer de manière ouverte dans un repository de documentation, un Confluence chez nous, dans lequel on va expliquer où on en est, ce qu'on fait, quels sont les documents. Donc grosso modo, il n'y a rien de secret, tout est ouvert, tout est consultable, on fait des comptes rendus de réunion que tout le monde peut regarder et on dit où on en est. Donc la règle, c'est ça. On dit qui est là. On dit ce qu'on fait et on itère ensemble et on communique de manière ouverte. C'est à peu près les seules grandes règles. Il y en a une dernière qui est que quand on commence à faire un projet un peu ambitieux, je vais vous donner des exemples après, un projet ambitieux, il faut toujours qu'il y ait un sponsor de la direction qui soit là, histoire que deux choses. Qu'on parte pas dans une grosse révolution sans que personne de la direction ait vaguement été au courant qu'il y avait un truc qui se passait. Et surtout, en fait, au-delà du côté contrôle que ça peut vous laisser paraître, c'est aussi un autre bon moyen de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va soutenir votre projet. C'est rudement plus sympa quand il y a 2-3 membres de la direction qui sont en train de dire non mais c'est trop bien ce chantier, il faut y aller, quoi. Et ça aide à faire avancer le schmilblick, quoi. Quelques exemples de choses qui ont été faites avec le travail d'organisation ouvert. Alors bon, il y a quelques mois maintenant, quand on croyait qu'en fait, à l'issue du premier confinement, on allait retravailler normalement, on avait fait un grand bilan. Et en fait, finalement, ce truc s'est auto-organisé à l'engineering et au produit pour pouvoir collecter un certain nombre d'infos. Donc là, ça ne produit pas du code ni de l'orga, ça produit des retours et puis en vue de trouver des pratiques qui sont cool. Finalement, ça a été un élément assez clé de livrable pour les RH et le COMEX. On a commencé à faire des proof of concept d'organisation sur les projets multi-équipes. Je vous partagerai tout à l'heure un pattern d'orga qu'on a trouvé en faisant ces tests-là. En gros, le TO disait, quand on a des projets très très transverses, on n'y arrive pas, comment on pourrait faire ? Les équipes se sont rassemblées, on a essayé de caractériser le problème, de fouiller, d'arriver à des idées, on a expérimenté. Vocabulaire d'orga, c'est assez autoportant. Reporting et communication, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant ? Il y a des équipes qui se sont rassemblées pour dire le process de roadmap actuel, on va arrêter là. Il est beaucoup trop dans le détail, ça devient l'enfer à réaliser et on va vous proposer un nouveau format. On l'a expérimenté, ça a été débattu, ça a été expérimenté dans une tribu et puis aujourd'hui c'est notre process global qui est utilisé. Il est loin d'être parfait, il nous fait encore criser comme tous les process de roadmap, mais il est rudement mieux qu'avant. Et surtout, il a été fait par les équipes. Donc ça, c'était un grand point important. Et en ce moment, on travaille sur formaliser plus d'indicateurs chiffrés sur les recrutements. Donc du coup, il y a pas mal d'engineering managers avec des products qui travaillent ensemble et avec les RH pour voir comment on peut améliorer ça. Ça, c'est un peu les chantiers. Et on en parlera après, on a un chantier sur favoriser les mouvements entre les équipes, qui est un truc super important. Voilà, vous voyez, c'est assez différent, c'est assez hétérogène, hein, il y a plein de thématiques différentes, mais mon avis, c'est que c'est l'épine dorsale d'une organisation qui doit pouvoir expérimenter et essayer des choses. Et si on n'a pas ça, on n'a pas de boucle de feedback, on n'a pas de terrain où on peut expérimenter, et ça va être difficile de se confronter à cette croissance et de trouver des solutions.
Le retour d'expérience là-dessus, je vous l'ai dit, certains chantiers sont impulsés par le management. Des fois, en fait, la direction ou CTO, CPO viennent chuchoter à l'oreille de quelques personnes. Et dis donc, ce truc-là, je trouve qu'il marche pas bien. Ça te tenterait pas d'essayer de mener un chantier de Théo là-dessus? Généralement, ça marche bien parce que le management incite un peu et puis les gens se disent ouais, c'est vrai, t'as raison, ce projet a l'air vraiment intéressant. Puis sinon, c'est des projets qui sont très majoritairement relevés par les collaborateurs. Il faut toujours un sponsor de la direction, je vous l'ai dit, PNT, donc Product and Tech. C'est des projets qui sont souvent un peu plus longs qu'un pur projet top-down où en fait c'est la direction qui dit alors voilà, c'est ça qu'on va faire, maintenant le nouveau process c'est ça. Forcément on est plutôt dans du command and execute, on va dire, quand on fait ça, alors que dans un TO où vraiment c'est les équipes qui s'en saisissent, c'est un peu plus lent. Par contre ça garantit une meilleure adoption parce que c'est les équipes qui le réalisent et qui challengent ce sujet. Donc souvent on me dit ouais, le TO c'est vachement plus lent. Moi, je dis ouais, mais je pense que c'est vachement plus efficace surtout en termes de changement, et donc du coup quand on peut le faire on essaie de le favoriser. Et effectivement, il y a un autre truc qui est important aussi, c'est que il y a certains chantiers Théo qui sont beaucoup moins incroyables que les histoires de la grande réorg où on a shifté de l'organisation par stack techno vers des feature teams. Forcément, tout le monde se dit que c'était complètement incroyable. Alors déjà, des réorgs comme ça, on n'en fait pas non plus tous les 2 jours. Et puis en plus, on était plus petit à l'époque, donc les mouvements deviennent beaucoup plus gros maintenant. Et on cherche plutôt à travailler sur des améliorations marginales que des gros changements drastiques, parce que c'est justement ceux-là qu'on veut éviter, ils nous font trop mal, quoi. Donc ça ne produit pas des résultats forcément waouh tous les 2 jours, mais je pense que ça introduit une capacité au changement plus régulière. Donc ça, c'était le premier axe que je voulais évoquer avec vous. Ce qu'on essaie, c'est de trouver une solution qui nous permette d'expérimenter et de s'améliorer en continu. Et ça me paraît essentiel. Bon, pendant ce temps-là, l'organisation a bien tourné. Ces fameuses feature teams, ça a plutôt bien marché. Les tribus fonctionnelles, c'était OK. On a regagné pas mal de vélocité. Mais on a continué, quoi. Du coup, là, ça a refait encore plus mal. Beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de tribus. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, 400 personnes. Alors en fait, c'est 500 personnes à la tech et au produit. C'est 400 à la tech, mais au produit inclus, on est pas loin de 500. C'est 8 tribes. C'est 50 feature teams à peu près. Et c'est 7 guildes. Donc les guildes étant les communautés de pratiques par grande fonction. Donc back-end, web, iOS, Android, QA, management, product owner. Et j'en oublie certaines. La conséquence de ça, c'est que 50 feature teams à synchroniser, à la fin de l'histoire, ça commence à produire certaines fissures dans la façon dont on réalise nos roadmaps. C'est vraiment on commence à être devant une masse critique d'équipes à synchroniser qui est quand même très très difficile. Et les projets deviennent vraiment très très douloureux, quoi. En fait, je pense que les fissures apparaissent à partir du moment où on commence à avoir alors ce triangle, on essaie de théoriser ce qu'on constatait, c'est on constate que quand la stratégie business et produit s'éloigne dangereusement de l'organisation et de l'architecture, alors on va avoir des projets complètement infernaux réalisés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai mon orga qui ne mappe pas trop mon architecture, ça va être très compliqué parce qu'une équipe va devoir causer avec plein de personnes dans la boîte et ça va être l'enfer à réaliser. Si j'ai ma demande business qui est en train de soulever des points d'architecture qui n'existent pas ou qui ne sont pas là, gros projet bien compliqué avec des grosses briques techniques bien dures qu'on va avoir du mal à vendre à tout le monde. Si on a un projet business qui débarque et qu'il n'y a pas d'équipe dans l'orga qui ressemble à la bonne tête de pont pour mener ce projet, c'est un problème. On va avoir un enfer de synchronisation. Je crois que j'ai vu un PMO Le Bon Coin passer tout à l'heure. Coucou. Donc quand on commence à avoir ces 3 points là qui se distordent énormément, globalement c'est l'enfer du delivery et ça ne va pas bien se passer. Et pour nous, c'est un indicateur de santé. Si on sent que les projets qui nous apparaissent somme toute pas trop complexes, devenir extrêmement complexes en synchronisation ou en archi ou en orga, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il faut améliorer ça. Et ce qui m'amène du coup à évoquer avec vous un travail qu'on a mené sur la relation intime qu'il y a entre l'organisation et l'architecture. Donc Le Bon Coin, quand ça a commencé il y a quelques années, plateforme de mise en relation, on cherchait à vendre sa perceuse, salut, un soir de pluie, mince, la mienne est pétée, c'est dimanche, j'aimerais bien finir mon truc, quoi. Puis il y a un gars pas très loin qui a une perceuse à vendre sur Le Bon Coin, on se rend compte, super. Bon, en fait, Le Bon Coin aujourd'hui, c'est devenu un truc un peu différent. Parce qu'on peut effectivement toujours acheter sa perceuse ou son jeu vidéo ou son bouquin, mais en fait on peut aussi acheter une maison, on peut vendre sa voiture, on peut chercher un emploi et on peut louer un appartement ou une maison pour les vacances. Donc ça crée un ensemble de ce qu'on appelle de vertical business relativement large.
Et même si pour autant, pour chacune de ces verticales business, on traverse les mêmes types d'univers d'expérience, c'est-à-dire on découvre des choses, on va rechercher un produit, on va déposer, créer une annonce, on va convertir au sens faire un achat et puis gérer éventuellement son argent, ses annonces, que sais-je. En fait, on est confronté aujourd'hui à un énorme dilemme entre nos verticales business et les socles horizontaux qui sont censés nous aider à garantir la cohérence de la plateforme, à avoir des points de synergie sur nos composants et nos technologies. Et en fait, on devient un peu fou là-dessus. Et le vrai risque, en fait, c'est de détruire son time to market ou de créer un gros Frankenstein en disant YOLO, en fait on fait autant de verticales que de sites et ce qui compte c'est d'être super rapide, donc peu importe, on va faire ce qu'on a envie. Et là du coup vous aurez autant de sites que de verticales et a priori vous allez bientôt avoir plusieurs boîtes dans la boîte, quoi. Et ça a été vraiment le gros sujet qu'on a essayé d'adresser, et on s'est dit mais il y a un sujet dans la façon dont on s'organise bien évidemment et dans notre architecture, comment on peut passer d'une organisation qui était très orientée user journey, en fait, c'est parce qu'historiquement parlant, nos équipes, c'était déposer une annonce, rechercher une annonce, gérer mon compte, c'était à peu près ça les grands sujets d'organisation qu'on avait, ça mappait bien en fait. Et puis plus on a développé des verticales business, mais plus ça mappait pas bien. On n'arrivait pas à innover, ça devenait très compliqué, on devait traverser plein d'équipes. Et donc on a commencé à faire émerger d'autres typologies d'équipes, plus focalisées verticales, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Bon, j'ai l'impression que dans les confs, depuis quelques années maintenant, on est obligé de mettre la photo de ce beau gosse là. Donc, il s'appelle Conway Melvin, 68. Il a produit une phrase que à peu près tout le monde connaît, mais je vais la redire parce que ça va nous servir d'appui derrière. Bon, en gros, lui, il s'est dit, on a remarqué un truc, c'est que en fonction de comment on s'organise, globalement, il est assez probable que la structure d'organisation, alors plus précisément la structure de communication, on va faire un raccourci en disant la structure d'organisation, influence la façon dont votre code est structuré. Voilà. Votre code ressemble à votre orga à peu de choses près. Donc si vous avez une orga par couche techno, ça ne va pas être facile de faire émerger des couches business, des nouvelles verticales business, quoi. C'est à peu près ça ce que ça veut dire. Et donc du coup, comment on fait pour pas tout casser? Donc je prends un exemple très simple. Je fais une équipe emploi, super, elle va faire des fonctionnalités relatives à l'emploi, mais j'ai une équipe search, donc c'est elle qui fait le search. Ok, comment j'adapte mon expérience de recherche pour l'emploi? Je sais pas. Soit je fais dans mon coin, ouais, mais je vais réinventer la roue, ça va me coûter hyper cher. Soit je vais aller dealer que l'équipe de recherche fasse un truc pour moi, mais en fait, déjà, il va falloir que je fasse un peu l'aumône de temps parce qu'en fait, elle est sollicitée par tout le monde. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ma fonctionnalité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour ne pas tout casser, garder nos synergies? Donc en gros, ce qu'on essaie de réconcilier, c'est une orga qu'on essaye cible un peu autour de périmètre fonctionnel et en même temps une architecture cible qu'on aimerait un peu être un juste mix entre des composants communs et des composants verticaux business, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé cette histoire de Conway et puis en fait, on a découvert qu'il y avait un autre truc qui existait derrière Conway, qui est la manœuvre de Conway inversée. Alors la manœuvre de Conway inversée, elle dit pas un truc de dingue, hein. Elle dit en fait... la loi de Conway dit que c'est une conséquence, c'est-à-dire que notre code ressemble à notre orga, mais en fait, hey, et si on changeait notre code pour pouvoir provoquer un changement d'orga, ça serait pas mal quand même. Donc la manœuvre de Conway inversée, c'est ça, c'est de dire finalement, je vais définir ce que je veux voir apparaître comme type de composant, et de proche en proche, je vais réussir à faire émerger l'orga qui permet de la soutenir. Donc c'est ce qu'on a fait comme pari, c'est de se dire finalement... on va commencer à créer des composants qui vont nous permettre de faire voir à tout le monde ce qu'on cherche à faire, quelle est notre intention finalement. Bien évidemment, on va faire émerger les équipes en alignement là-dessus, mais on ne va pas forcément faire tout de suite des grosses équipes à la cible parce qu'il n'y aurait pas d'appropriation. En fait, le changement, le virage aurait été trop hard. On l'a plutôt fait progressivement. Comment on l'a fait? En fait, on l'a fait. Alors, on s'est beaucoup inspiré du bouquin là, de Team Topology. Si vous ne l'avez pas lu, jetez-y un œil. Il n'y a pas de gros learning incroyable dedans, mais par contre, c'est d'une clarté et d'une pédagogie incroyable. Donc, lisez ça. C'est plutôt chouette comme bouquin. Et nous, ça nous a permis de commencer à mettre un peu des noms. Alors, on n'a pas exactement la même jargonite que ce bouquin, mais de mettre des noms sur nos équipes. Et on a commencé à faire émerger en fait des équipes qui sont plutôt donc toujours des feature teams, celles qui vont être très focalisées sur une fonctionnalité ou une verticale business. Et on va faire émerger des platform teams, celles qui ont plutôt vocation à créer des composants réutilisables. Et en fait, la ligne de fracture entre ces deux équipes, elle est assez simple. Une feature team, c'est
user-centric, c'est user experience-centric. Une plateforme team, c'est développeur-centric. Ça cherche à faciliter la vie des développeurs qui sont garants de l'expérience qu'ils vont proposer à l'utilisateur. Donc en gros, aujourd'hui, dans ma tribu, j'ai des équipes paiement qui sont en charge d'une plateforme team et d'une plateforme. Leur objectif, c'est pas de produire des UI, d'ailleurs ils en produisent assez peu en fait, c'est de produire des API qui sont super lisibles, qui massent toute la complexité d'implémentation de la plomberie d'un PSP, de la résilience à la panne, de la traçabilité, etc. Ça, c'est l'affaire de ces équipes-là. Elles la proposent aux équipes qui sont en charge de l'expérience transactionnelle, qui, elle, est très focalisée sur UX, tunnel de conversion, etc. et qui n'a pas très envie de savoir tous les détails de la plomberie de la plateforme, quoi. Donc en fait, on crée en fait ce mouvement-là, et pour nous, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce d'un mouvement de verticalisation, c'est comme ça qu'on a appelé ce mouvement chez nous, qui est de dire on essaye d'avoir une orga qui fit notre architecture le plus possible, et en même temps, on essaie quand même d'avoir des synergies via ces plateformes types. Et alors, quand on fait ça, l'organisation continue de grandir en fait, et ça pose d'autres questions, qui est comment on croît de plus en plus. Alors il y a deux grandes questions. Il y a croître sur un nouveau périmètre. Ouais, cool, on va à l'attaque d'un nouveau segment, on l'a jamais fait. Plutôt easy, vous créez une nouvelle équipe, vous lui dites c'est bon, carte blanche, feu à volonté, vous y allez, ça va bien se passer. Ça, c'est cool. Par contre, quand en fait vous avez une équipe, un périmètre déjà existant et qu'on dit on aimerait en faire plus, on veut faire une nouvelle équipe, c'est là que les emmerdes commencent. Parce que en fait, ça devient assez compliqué. On ne peut pas juste dire chouette, on va faire une deuxième équipe et ça va bien se passer. Je me suis pas mal inspiré de ce bouquin dont je conseille la lecture, qui s'appelle Dynamic Receiving, qui décrit plein de patterns de réorganisation d'équipe en fait. Et ça, assez intéressant, avec des retours d'expérience très épaulés. Et en fait, nous, le pattern qu'on a beaucoup utilisé au Bon Coin, c'est de faire du grow and split. Alors moi, j'ai fait beaucoup ça dans ma tribu, parce que c'est une tribu qui a subi beaucoup de croissance, et pas forcément sur des nouveaux périmètres tout le temps. Donc typiquement, ça marche super bien. Donc moi, dans mes équipes, j'ai une équipe qui travaille sur l'expérience de paiement en ligne, sur l'univers qu'on appelle des biens de consommation. Biens de consommation, c'est la perceuse, le bouquin, le jeu vidéo, et le chaise de jardin. C'est à peu près tout ce que vous connaissez qui n'est pas une voiture et l'immobilier, si je fais simple. Et en fait, ça marche bien. On répond à un vrai besoin des utilisateurs, payer en ligne, être un tiers de confiance pour un vendeur un acheteur qui veut être sûr qu'il va bien avoir son produit. Bah oui, mais on ne va pas relâcher l'argent au vendeur tant qu'il n'est pas arrivé. Donc globalement, ça répond à un problème qui plaît aux utilisateurs et qui du coup utilise beaucoup ces fonctionnalités, mais on aimerait en faire plus. Et une seule équipe ne suffit pas. Comment on fait ? Et en fait, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du grow and split. Grow and split, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait, on fait grossir mécaniquement l'équipe de plus en plus, on recrute, et puis quand on arrive à une masse critique où on sent qu'il ne faut pas aller plus loin parce que ça va faire mal à tout le monde, que la charge mentale est trop forte en termes de périmètre fonctionnel et en termes de people à manager, on casse l'équipe en deux, on fait 2 sous-équipes. Sur le papier, ça ressemble à un truc super malin. Dans la pratique, j'ai essayé pour vous, je me suis fait mal, j'ai super échoué. En fait, le vrai problème que ça soulève, au-delà de ce modèle de split d'équipe, c'est de trouver la ligne de fracture au bon moment. Et alors là, tous les mots comptent dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire, trouver la ligne de fracture, ça veut dire, est-ce que mon code, est-ce que ma plateforme est dans un état qui reflète les 2 domaines métiers que j'aimerais faire émerger dans mes 2 équipes ? Question 1. Donc en gros, là, mon équipe avant, elle faisait plein de trucs différents. Je vais trouver une clé de répartition. Ils étaient, je sais pas, boulanger-pâtissier. Je vais faire boulangerie et pâtisserie. Ok, pas con fonctionnellement, mais est-ce que dans le code, il y a bien une segmentation entre boulanger et pâtissier ? Parce que si cette segmentation n'existe pas, si les domaines n'ont pas émergé clairement dans le code, en fait, c'est très simple. Vous allez avoir 2 équipes qui vont toujours écrire sur la même page du bouquin. Ça va être très compliqué, votre vie. Vous ne sortirez jamais de features, ça va y avoir des conflits de code permanents et on ne va pas avancer. La deuxième chose qui est très compliquée aussi, c'est de vous assurer que la clé de répartition que vous avez choisie, boulangerie-pâtisserie, va être équilibrée dans les demandes business qui arriveront derrière. Parce que vous pouvez tous faire boulangerie-pâtisserie, ils disent « Hey, c'était trop malin ça, en plus ça se répartit bien. » Et puis en fait, manque de bol, toutes les demandes c'est boulangerie. Et une fois par an, il y a pâtisserie. Too bad. Vous n'avez pas trouvé la bonne clé de répartition. Donc ça, c'est un puzzle qui est assez compliqué. Nous, on a beaucoup échoué sur ça. Et on a appris, on essaie aujourd'hui de trouver le bon moment où ce n'est pas du surdesign de faire émerger les sous-domaines de manière nette pour pouvoir être prêt, le cas échéant, à faire émerger une nouvelle équipe.
Le truc qu'on a aussi appris, les petits tips, hein, c'est mettre à contribution l'équipe. Franchement, quand je l'ai écrit ce slide, je me suis dit ça paraît vraiment con de le dire, mais bon, comme on s'est un peu vautré, qu'on n'a pas mis assez à contribution les équipes en disant ok, maintenant votre équipe est importante, elle va faire de nouvelles choses bientôt, donc on va vous mettre à contribution, essayez d'imaginer où vous imaginez la ligne de fracture la plus naturelle dans le code. Quels sont les possibles, et puis travailler ensemble. Et plus on en parle tôt, plus c'est hyper naturel de faire le split. Parce que le split, en fait, c'est quand même un moment un peu douloureux. On a une équipe qui performe à fond. Tout le monde dit c'est trop bien, secteur d'activité trop bien, c'est pour ça qu'on veut en faire plus. Et on fait, s'ils avaient pu travailler ensemble. Donc c'est pas un moment super agréable quand les équipes sont vraiment une super vélocité et ont un bon niveau de collaboration. Et donc il vaut mieux en parler très longtemps à l'avance. Et après, il y a un autre biais de ce pattern du gros split, c'est qu'il va du coup charger un peu fort les équipes en responsabilité et fonctionnelle et managériale. Donc généralement, votre manager, l'engineering manager, il va prendre un peu cher parce qu'il va avoir une équipe qui va être plus grosse à un moment donné que la normale, que ce qui n'est raisonnable. Donc lui, il va avoir beaucoup de boulot, il va peut-être dégrader un peu la qualité du management. Donc il faut vraiment monitorer ça et s'assurer que c'est pas trop tard et faire le split un peu plus tôt. Et idem pour les products, en fait, parce qu'à un moment donné, quand c'est quelques fonctionnalités sur un large périmètre, ça passe, mais dès lors qu'on commence à avoir plein de fonctionnalités sur un très gros périmètre, en fait, la tête explose, quoi. Vous ne pouvez pas juste avoir la capacité à adresser l'intégralité du périmètre fonctionnel de votre équipe, et il est urgent de commencer à avoir des renforts et splitter l'équipe, quoi. Donc, vaut mieux splitter trop tôt que trop tard, parce que ça fait de la casse à tout niveau, quoi. Dernier point que je veux évoquer avec vous, en fait, c'est le capital social. C'est un point qui m'est assez cher, qu'on a un peu découvert dans le temps, c'est-à-dire que donc, avoir un socle pour expérimenter, Théo, check. Trouver la bonne affinité entre l'organisation et l'architecture, nécessité quand on croit. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que l'organisation va bouger de plus en plus fréquemment. Et en fait, si elle doit bouger, il faut que la nature des relations entre tous les collaborateurs soit solide, en fait. Et c'est sur ce capital social qu'il faut qu'on travaille. Donc il y a un gars, Robert Burt, qui a essayé de définir ce que c'est. Il y a plein de définitions du capital social. Lui dit, en fait, le capital social, ça définit un capital qui... en fait, on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui, ensemble, jouissent d'un avantage quasi concurrentiel par rapport aux autres. Et généralement, ça tient dans le fait qu'ils sont mieux connectés les uns aux autres. Et c'est ça, ce capital social. Et donc, du coup, ça fait du sens de se dire, mais si on travaille des pratiques qui favorisent en fait la qualité des connexions entre les différentes personnes de mes équipes, mais je vais avoir des équipes avec un plus haut niveau de confiance, avec un plus haut niveau de circulation d'informations et de capacité à travailler ensemble. Notamment quand on va travailler avec des personnes qui sont à l'autre bout de l'organisation. Parce que travailler un capital social fort à l'intérieur d'une équipe, bon, ça va, on le fait depuis longtemps. Maintenant, nos équipes commencent à devenir solides. On a des pratiques pour que les collaborateurs dans une équipe de 7 plus ou moins 2 personnes fassent des trucs sympas ensemble, se fassent confiance. On a des rétros, etc. Quand l'orga commence à grandir, en fait, à l'autre bout de l'orga, on ne les connaît pas. Et comment on fait en fait pour que on ne soit pas plusieurs boîtes dans la boîte? On travaille son capital social. Et finalement, le capital social, c'est juste une façon d'analyser le réseau social qu'a une entreprise et comment on peut favoriser les interconnexions entre les gens. Et notamment travailler la relation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il dit la relation, c'est pas forcément... ce qui est important de travailler, c'est le contexte qui favorise la création de la relation. Et donc du coup, on a essayé de chercher des pratiques qui renforçaient ça. Et la première pratique qu'on a mis en place, on appelle ça le swarming chez nous. Le swarming, c'est quoi? En fait, c'est la capacité à créer un essaim, un swarm, autour d'un problème. Donc, en fait, le swarming, c'est quelque chose qu'on a essayé en travail d'orga ouvert. Parce que justement, on n'arrivait pas à réaliser des projets transverses. C'était ultra douloureux. Alors, les projets transverses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une équipe A qui est plutôt meneuse sur un chantier, mais elle ne peut pas faire tout le projet tout seul parce qu'elle travaille sur des composants qui sont à l'autre bout de l'orga. Donc elle va voir au moment du grand moment de la roadmap, elle va voir l'équipe B et C en disant hey, on est d'accord, hein, sprint 4, tu commences et quand tu as fini, tu me dis que c'est OK parce que moi, je vais être bloqué et donc du coup, on va s'attendre. Et puis pareil pour toi, l'équipe C, on dirait que toi aussi, tu vas faire ça. Et bon, on est d'accord, hein, on n'est pas en retard et on se retrouve à la fin. Bon, forcément, ça foire. Hein,
C'est l'enfer, tout le monde s'attend, il y a des phénomènes de dépendance entre les équipes qui sont infernales. Ça crée des tensions, l'équipe A dit j'ai foiré mon projet à cause de C, c'est toujours la même chose, C n'est pas fiable, bien évidemment vous vous doutez que ça aide ce genre de relation. Et on s'est dit en fait on va faire autrement, on va rompre ça, on va faire un essaim, c'est-à-dire on va dire il y a une équipe A, cette équipe A en fait elle est meneuse sur le projet parce que c'est vraiment sa proximité la plus forte fonctionnelle, c'est elle qui sait. Et elle va aller faire du picking en collaboration avec les équipes, dans les équipes avec lesquelles elle est censée travailler, pour réaliser ensemble, en même temps, le projet. Et les équipes qui sont venues renforcer cette équipe meneuse retourneront chez elles quand c'est terminé. Alors ça a plusieurs effets. En fait, le premier, c'est que c'est rudement plus efficace. En fait, on plie le projet beaucoup plus vite. Ça évite les phénomènes d'attente. Mais en fait, il y a un side effect positif qui est énorme. C'est que quand vous faites travailler Roger avec Billy ensemble sur le projet, la prochaine fois qu'il faudra aller jardiner dans la code base de Roger qui était à l'autre bout de l'orga, ils vont se faire confiance en fait, parce qu'ils ont bossé ensemble, parce que Roger lui a montré comment ça, ils ont binomé ensemble. Idem au niveau produit, on a travaillé ensemble, on a co-designé cette feature, et les gens se font plus confiance. Ensuite, c'est pas une alors attention, on me dit souvent ouais, mais en fait tes swarms c'est des task force. Non, c'est pas des task force. Pourquoi ? Parce que quand le swarm se disloque, en fait, il reste l'équipe meneuse qui est propriétaire du code qui a été produit. C'est-à-dire le code à la fin de l'histoire, il n'appartient pas à personne. Ce qui est le problème des task force, c'est-à-dire tout le monde se rassemble, on fait un truc incroyable, généralement tout le monde sort héroïque de cette task force, et à la fin on se disloque et on fait non, c'est pas moi. Et quand le truc tombe en panne, on regarde ses pompes et on dit bon d'accord, je vais le faire, et on a un peu les boules. Sur un swarm, c'est pas ça, l'équipe meneuse accueille les gens, le code qui est produit collégialement, et tout le monde a encore sa propriété de ce code. Mais voilà, le truc le plus important, c'est la confiance réciproque qui est là et qui renforce les liens dans des équipes qui sont plutôt distantes habituellement. Un exemple, on a fait cette fonctionnalité-là. Donc, c'est quoi le one-click paiement ? C'était pouvoir se souvenir de sa CB quand on est en train de payer. On s'est dit qu'on allait avoir besoin d'impliquer plusieurs équipes pour réussir à réaliser ça. On avait vraiment envie de sortir cette fonctionnalité à un moment clé de l'année où il va y avoir une peak season d'achat. On se dit quand même c'est super con, il va y avoir du réachat. Si on pouvait se souvenir de sa CB pour réacheter facilement, comment on peut le faire ? Ça ne peut pas être juste l'équipe paiement qui le fait. On a créé un essaim en réunissant les personnes des différentes équipes qui auraient été à contribution, et en fait on a plié le sujet dans un temps incroyable. En vrai, on s'est même fait surprendre nous-mêmes de la vitesse à laquelle on l'a réalisé. On pensait qu'on allait partir sur un projet de 3 mois ou 4 mois. Le projet a été plié en moins de 2 mois, je crois. Et la charge, elle était simple, mais on savait que le délai introduit par la complexité de synchronisation entre les équipes, c'est là où on allait se faire avoir. Et en faisant en swarm, ça a été plus rapide. Et surtout, il est resté des choses sympas entre les collaborateurs à la fin. Deuxième pratique qu'on essaie de développer en ce moment, j'ai mis work in progress parce que c'est pas super facile. On a fait un chantier de travail d'orga ouvert là-dessus, mais c'est vraiment c'est difficile de favoriser les mouvements entre les équipes. Donc, en gros, on pense que ça doit être OK de pouvoir partir d'une équipe pour aller dans une autre. Pourquoi ? Parce que ça favorise les relations. Enfin voilà, capital social, je vous la refais pas. Il y a 2 grands patterns. Il y en a un qui marche bien chez nous, qui est vie ma vie, où en gros on se dit hey, j'aimerais quand même bien voir comment vous bossez. C'est OK si vous m'accueillez pendant 2-3 sprints ? D'accord, alors on y va. Donc bien évidemment, il y a une équipe qui va avoir une personne en moins. C'est pas forcément un swap entre les deux, ça dépend. Et pendant X sprints, un collaborateur va aller travailler avec une autre équipe. Généralement c'est cool, ça fait une bonne bulle d'air, ça marche bien. Ce qu'on veut ancrer, c'est des mouvements plus réguliers d'une équipe à l'autre, sans qu'il y ait le sentiment de trahison en disant « Ah, tu m'as trahi, t'es allé chez telle équipe, t'étais trop bien chez nous avant. » Non, en fait, c'est OK de faire ce genre de mouvement-là. On a quelques succès, c'est encore un peu timide. Et c'est un sujet qu'on essaie vraiment de fluidifier, et on pense qu'on doit travailler ça à tous les étages en fait, de l'organisation, c'est-à-dire dans l'équipe, mais en fait au niveau manager, parce que les engineering managers notamment disent oulala, moi perdre une personne, non, rapport à mes engagements de delivery. Donc en fait, il faut réussir à ce que ça soit super OK, que personne soit en stress là-dessus, que tout le monde s'y retrouve, et du coup idem au niveau direction, en fait, on dise bah voilà, dans les tribus, il n'y a pas de problème, on s'assure à ce que ça soit entre guillemets un jeu à somme nulle, qu'à la fin personne n'est perdu de capacité à faire, ou alors si c'est le cas, c'est parce que c'est OK sur le périmètre, on a moins besoin de faire de choses, et favoriser ces mouvements le plus possible. Je vous ai tout raconté. J'en ai terminé avec ces pratiques. Alors on essaye d'autres trucs en ce moment. Le prochain truc qu'on va essayer, on voudrait faire du pair programming cross-feature team. Donc en fait, on se dit que si on favorise des reviews du pair programming entre feature team
et pas à l'intérieur d'une feature team. On devrait renforcer en fait ce capital social. On va aussi travailler un peu la fragilité de certains types de profils techniques qui sont en quantité inférieure à d'autres. Je sais obscur ce que je viens de dire. Un truc qu'on est en train de se rendre compte, c'est que dans nos feature teams, parfois on a des développeurs ou développeuses, par exemple, alors c'est très prégnant sur les apps, on a souvent qu'un seul développeur iOS ou un seul développeur Android. Et en vrai, c'est complètement injuste parce qu'il est seul dans sa FT, quoi. Il est dans sa feature team. Et ça favorise pas beaucoup la conversation, le challenge sur la conception. Les reviews sont très technico-techniques, mais pas vraiment porteuses de grosses réflexions. Et donc du coup, on aimerait favoriser en fait des espèces de pair programming cross-team agile pour que justement il y ait plus de circulation de savoir et que ça soit sur du design ou sur du métier entre les équipes. Et donc ça, c'est ce qu'on va probablement expérimenter bientôt pour renforcer ce capital. Donc comme je disais, j'en ai terminé avec cette présentation. Si je résume, on essaie de travailler 3 grands axes, donner un véhicule ouvert à tous pour expérimenter, et on pense que c'est essentiel. Sinon, on ne peut pas se réinventer, et c'est vraiment critique. Monitorer de manière constante que notre archi et notre orga sont relativement similaires, qu'on arrive à les lire tous les deux, et que ça nous permet du coup de pouvoir être un peu sur la pointe des pieds pour pouvoir sauter sur un nouveau sujet et croître. Et dernier point, dont je pense que c'est le plus important finalement, plus l'organisation devient grande, plus travailler des pratiques qui favorisent en fait les liens entre les collaborateurs, même les plus éloignés, est critique. Ce que ça me fait dire en tout cas, c'est que la structure est essentielle dans cet exercice de croissance. Et c'est bien évidemment techniquement parlant qu'on doit le favoriser, organisationnellement qu'on doit le faire, mais c'est socialement finalement. Une entreprise, c'est un réseau social, et en fait on doit favoriser un certain nombre d'actions dans notre quotidien qui densifient ce réseau et les relations qu'il y a dans les équipes. Je vous remercie. Merci. Dans les TOO, tu parlais de sujets qui peuvent être ouverts et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Comment ça marche finalement de se dire ok, ce sujet-là, il va peut-être pas forcément être pertinent? Alors, j'ai pas dû être très clair. En fait, si c'est du TO, comme son nom l'indique, c'est ouvert. C'est-à-dire que il existe des chantiers de travail d'organisation fermés. Alors, on les appelle pas comme ça, ou c'est une grosse blague entre nous. Mais généralement, si quelque chose comme ça arrive, c'est plutôt... je vais prendre un exemple. Là, on vient de travailler sur un chantier. Je pense qu'on aurait pu le faire en ouvert, mais on a décidé de le faire autrement pour des raisons de rapidité, parce qu'on pensait que c'était hyper urgent de réagir très très vite, et qu'on avait déjà un peu creusé le sujet avec plein de personnes, qui est la définition de nouveaux job desk pour le plan de carrière des développeurs. Aujourd'hui, les collaborateurs avaient en gros... un outil RH du groupe qui était un machin sombre avec des numéros complètement affreux. Donc en gros, oui, t'es niveau 12, 13, 14. Quoi. Et puis on a essayé du coup de proposer un chantier de carrière un petit peu plus porteur. C'est un chantier qu'on a fait plutôt top-down, même s'il a été ultra participatif, mais on ne l'a pas mené en TO, quoi. On n'a pas ouvert un chantier de TO pour ça. On était assez clair sur le fait qu'il fallait le faire, qu'il fallait y aller, qu'on allait rassembler les gens pour réaliser ça et que ça allait le faire. Ça n'a pas été un TO. Donc il n'y a pas vraiment de sujet. Enfin, parfois il y a des sujets qui sont fermés à dessein parce que c'est des chantiers stratégiques qui tirent une réorg. Je sais pas, tu rachètes une boîte, tu es en train de taper un nouveau marché et en fait tu vas devoir décider d'une structure qui va l'attaquer et en fait tu peux pas le faire en ouvert, quoi. Tu peux pas dire je vous préviens 18 mois à l'avance qu'on est en train de faire un truc très stratégique sur un nouveau segment, ça va pas marcher. Donc, mais de manière générale, tout peut être fait en ouvert. Et quand on fait du fermé, c'est parce qu'on n'a pas pu communiquer ou qu'on veut tirer très très vite et que c'est très impulsé par le top management. Bonjour, merci. J'ai 2 questions, du coup je triche. La première, c'est tu as présenté tout à l'heure les plateformes team et les feature team. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a la même structure? Est-ce que tu as, notamment les plateformes team, tu as un product manager ou quelque chose qui ressemble, un product designer, quelque chose qui ressemble? C'est la première question. Et la deuxième, c'est, sauf erreur de ma part, le Bookwa fait partie d'un plus grand groupe. Comment tout ça, ça s'inscrit? Est-ce que vous diffusez au-delà du Bon Coin, etc. Ok. Alors, première question, oui. Non, donc à l'intérieur des plateformes team, il y a des product owners,
manager, il y a des QA, des développeurs. La seule chose qui est un peu particulière avec une plateforme team, c'est qu'elle va avoir une prépondérance back-end en fait. En fait, tu produis très peu de UI, très peu de front-end en fait. Alors moi, la plateforme team que je connais le mieux, et je pourrais vous dénoncer la product manager qui est dans cette salle, mais je ne dirai pas tout de suite où elle est. Mais tu produis un peu de SDK ou d'implémentation de références graphiques pour les équipes derrière, mais globalement, c'est ça la spécificité d'une plateforme team, c'est que tu vas être très back et du coup, tu vas avoir un product owner manager assez technique. Bon, ça facilite sa capacité à appréhender ça. C'est la seule spécificité, je dirais. Après, attention, un plateforme team, plus tu en as, plus tu mets de l'attention sur le composant, et donc du coup, il va y avoir des phénomènes d'attente. Donc, c'est un peu un jeu particulier, quoi. Faut les faire émerger, que ça a beaucoup de sens. Deuxième question, oui, on appartient à un groupe norvégien qui s'appelle Adevinta, qui est en fait une holding où il y a plein de marketplaces divers et variés en Europe et dans le monde. On a quelques composants qui sont communs. Les composants communs à l'échelle du holding, c'est vachement sympa quand tu commences et que tu es une petite boîte. Quand tu es une grosse boîte, et c'est le cas du Bon Coin à l'intérieur du groupe, où on est devenu une très grosse boîte, globalement, on s'en éloigne de plus en plus. Parce qu'au bout d'un moment donné, on a un tel besoin, à une telle rapidité, avec une force de frappe, où à un moment donné, on se dit, et je caricature, merci, mais on va le faire. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver quand tu es dans un groupe comme ça. Au début, c'est cool, et à un moment donné, si tu continues, tu risques de tordre le bras à des composants, à leur faire avoir un comportement qui est ce que tu veux toi, mais pas ce que les autres ont besoin. Donc voilà, il y a ces questions-là. Oui, moi j'avais une question. Dernière question. Ouais. Oui. C'est bon. Une question sur au niveau de l'organisation, enfin du temps alloué pour les ateliers, enfin des ateliers, j'appelle ça comme ça, mais au niveau du TO, quand quelqu'un veut participer à essayer de résoudre une problématique qui rentre là-dessus, est-ce qu'il y a un temps alloué là-dessus? Comment c'est organisé ça? Alors non, il n'y a pas de temps alloué. C'est une question qu'on pose souvent. Moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire ça parce que, en fait, j'ai envie plutôt de demander à tous mes managers de soutenir toute forme d'initiative qui fait ça. Et en fait, ça va bien se passer. En fait, pour l'instant, j'ai encore jamais eu, malheureusement, de personnes qui sont venues nous voir en disant « Ah, c'est affreux, vous faites beaucoup trop de TO, on bosse plus, quoi. » Bon, déjà, j'aurais dit c'est du travail. mais on n'a pas eu ce problème pour l'instant. Et si le chantier prend de la place, c'est qu'a priori il est stratégique, et s'il est stratégique, c'est qu'il faut le faire, on arrive à peu près à le défendre. Donc non, on n'a pas eu ce besoin, et je trouve ça bien en fait. Parce que sinon ça amènerait des batailles de bandes passantes qui sont un peu stériles, quoi. C'était la dernière question, merci à tous et bonne journée.